Deuxième partie. Les néo-darwiniens et l'hérédité des caractères acquis. Cur opium facit dormire, quia est in eo virtus dormitiva, cuius est natura sensus assupire. Molière, le malade imaginaire. Combien avait ri de la facétie de Molière qui ont accordé ensuite la plus profonde attention à la théorie laborieuse de Weissmann. On a discuté avec passion la solidité de cet échafaudage d'hypothèses ingénieuses. On en a tiré des conclusions inattendues. On a nié des faits d'observation courante que ces conclusions contredisaient, et beaucoup de savants de valeur se sont appliqués à montrer que l'observation avait été fautive dans tous les cas où elle n'était pas d'accord avec le système du naturaliste allemand. Quelques-uns, cependant, se sont ravisés, ont cherché à la base et sont arrivés à se convaincre que des déductions très logiques peuvent conduire à l'erreur quand elles ont pour point de départ des prémices erronées. On a donc étudié avec soin les hypothèses fondamentales de la théorie et l'on a montré que beaucoup d'entre elles sont difficiles à accepter. Bien plus, je voudrais montrer dans cet ouvrage qu'elles n'existent pas, ces hypothèses fondamentales, desquelles on a tiré des conclusions capables de faire vaciller la raison humaine. Ce sont le plus souvent de simples jeux de mots, des définitions analogues à la vertu dormitive de Molière, définitions spécieuses dans lesquelles on emploie d'une manière plus ou moins adroitement dissimulée des termes contenant l'idée même de la chose à définir. Mais une si gigantesque erreur n'est pas l'œuvre d'un seul homme, et Weissmann, qui d'ailleurs y est arrivé seulement après une série de tâtonnements souvent contradictoires, n'a fait qu'entrer dans un courant d'idées vieux de plusieurs siècles. L'immortel Darwin l'y avait précédé de quelques années et avait contribué déjà avec ses gémules à égarer l'opinion. Aussi Weissmann doit-il être considéré comme procédant de lui, non seulement à cause du rôle trop exclusif qu'il accorde, dans la formation des espèces, à l'admirable principe de la sélection naturelle, mais aussi à cause des particules représentatives sur lesquelles il base son fragile échafaudage et qui dérivent directement des gémules de Darwin. Le système de Weissmann ne saurait donc être exposé sans être précédé d'une courte relation des idées antérieures qui l'ont préparé. Peut-être la genèse même de ce système convaincra-t-elle le lecteur de son peu de stabilité, mais si cela n'est pas suffisant, je pense qu'on pourra bientôt, malgré l'engouement momentané qu'il a provoqué, appliquer à ce brillant ensemble d'hypothèses les réflexions de Wallace sur le sort des théories fausses. Il n'y a pas de preuve plus convaincante de la vérité d'une théorie générale que la possibilité d'y faire rentrer des faits nouveaux et d'interpréter par son moyen des phénomènes considérés auparavant comme des anomalies inexplicables. C'est ainsi que la loi de la gravitation et celle des ondes lumineuses ont été établies et universellement acceptées par la science. On leur a successivement opposé un grand nombre de faits apparemment incompatibles avec elles, et tous, l'un après l'autre, ont été trouvés être les résultats nécessaires de la loi qu'on voulait combattre par leurs moyens. Une théorie fausse ne résistera jamais à cette épreuve. Chaque jour amène à la lumière des faits dont elle ne peut rendre compte, et ses avocats diminuent, en dépit de l'habileté et du talent employés à la défendre. Le grand nom d'Edward Forbes n'a pas empêché sa théorie de la polarité de la distribution chronologique des êtres organisés de mourir de sa belle mort. Mais un exemple plus frappant encore est celui du système quinaire et circulaire de classification proposé par Maclay et développé par Swainson avec une science et une habileté qui n'ont pas été surpassées. Cette théorie était éminemment séduisante, et cet ouvrage fut longtemps le meilleur et le plus populaire à l'usage de la nouvelle génération de naturalistes. Il fut aussi accueilli avec faveur par l'ancienne école, ce qui était peut-être un signe de son peu de valeur. Un nombre considérable de naturalistes connus en parlèrent avec approbation ou soutinrent des opinions analogues, de sorte qu'elle fit du chemin pendant quelque temps. Dans des circonstances aussi favorables, elle aurait dû se consolider, pour peu qu'elle contînt un germe de vérité. Elle s'éteignit cependant en quelques années. Son existence est aujourd'hui un simple fait historique, et, si rapide fut sa chute, que son habile promoteur Swainson fut peut-être le dernier qui y ajouta foi. Tel est le sort d'une théorie fausse. Chapitre 5. L'emboîtement des germes. La génération humaine a de tout temps étonné les philosophes, et l'on trouve dans les ouvrages les plus anciens des tentatives d'explication de ce phénomène extraordinaire. Ces tentatives ne présentent aujourd'hui qu'un intérêt historique,
au moins autant qu'elles sont antérieures à la découverte des éléments sexuels, mais l'on ne peut nier cependant qu'elles aient eu une influence considérable sur la manière dont les premiers observateurs au microscope ont interprété les résultats de leurs observations. Lorsque le Wernhoek eut découvert le spermatozoïde, mobile et par conséquent vivant, les idées anthropomorphiques régnantes amenèrent naturellement Hartsocker à supposer que cet être microscopique contenait un petit homme complètement formé. Quelques années après, Dallampatius vit ce petit homme et le dessina d'après nature. Quoi de plus naturel, n'est-ce pas, puisque le chevreau devient chèvre en grandissant, que le chevreau lui-même dérive d'un tout petit chevreau semblable à lui-même, sic canibus catulos similes. Il est vrai qu'en y regardant de près, l'homme n'est pas seulement un enfant grandi, il y a d'autres modifications que des accroissements de parties. Cela est encore plus caractéristique pour la mouche qui provient d'un ver avec lequel elle a fort peu de ressemblance, etc. Mais on n'était pas arrêté pour si peu. L'œuf maternel n'était qu'un milieu nutritif où le spermatozoïde croissait progressivement jusqu'à devenir visible et capable de vivre par lui-même. D'où provenait ce spermatozoïde homunculus? Il préexistait dans le spermatozoïde précédent et ainsi de suite jusqu'au père Adam. De même existent à son intérieur tous les spermatozoïdes des générations futures. C'est la théorie de l'emboîtement des germes spermatiques, longtemps soutenue par ceux qu'on a appelés pour cela les spermatistes. À côté d'eux, une école antagoniste, l'école oviste, attribuait à l'œuf la propriété de former à lui seul le nouvel être. La fécondation donnait seulement une excitation physique déterminant le développement, et les œufs étaient emboîtés les uns dans les autres, depuis la mère Ève jusqu'à la dernière des générations à venir. Sous l'une ou l'autre de ces formes, la théorie de l'emboîtement des germes attribuait à l'un seulement des éléments sexuels un rôle important dans la formation de l'individu. Indépendamment de l'emboîtement même dont nous trouverons un souvenir plus ou moins net dans les plasmas ancestraux de Weismann, il reste à retenir de cette théorie bizarre l'hypothèse de la préformation de l'adulte dans l'élément microscopique d'où il provient. Voilà une hypothèse dont la genèse est bien explicable ainsi que je l'ai déjà fait remarquer. Elle provient naturellement de la tendance que nous avons à considérer comme simples les phénomènes qui nous sont familiers. Nous voyons grandir les jeunes animaux et, par suite, nous concevons facilement qu'ils proviennent eux-mêmes, et par le même procédé, d'animaux semblables et plus petits, tellement petits même qu'ils ne soient plus visibles à l'œil nu. Et cependant, si l'on mettait devant nous, à côté du germe microscopique de l'animal futur, la masse totale des aliments aux dépens desquels se constituera son corps adulte, nous serions bien embarrassés pour nous rendre un compte exact de la manière dont s'effectuera le développement, même si nous découvrions au microscope dans le germe l'image réduite et parfaite du corps qui en proviendra. N'est-ce pas à ce besoin d'explication que répond le vieux cliché « Les corps vivants diffèrent des corps bruts en ce qu'ils s'accroissent par intussusception ». Cela est tout simple, et puisque cette propriété spéciale met les êtres vivants en dehors de la physique et de la chimie, pourquoi nous entêter à vouloir chercher dans ces sciences précises une explication des phénomènes vitaux auxquels elles ne sont pas applicables? On ne doit expliquer la vie que par la vie, et puisqu'il est notoire que les animaux jeunes grandissent, tout le développement se comprend sans peine. Ce raisonnement, les partisans de la préformation l'ont fait implicitement sans s'en apercevoir. Il est donc naturel que leur théorie ne les ait conduits à aucun résultat, puisque cette théorie considérait d'emblée comme insolubles les grands problèmes de la biologie. Comme conséquence d'une telle erreur de méthode, on a encore vu au commencement de ce siècle les descriptions extravagantes du grand micrographe Ehrenberg. Dans les plus simples des protozoaires, cet anthropomorphiste irréductible a signalé les organes les plus variés, une constitution aussi compliquée que celle des hommes. Il a essayé d'expliquer les amibes par l'homme, et c'est le contraire qu'il faut faire. Car les fonctions de l'homme sont loin d'être simples, quoiqu'elles nous soient très familières et que nous sachions les raconter avec des mots courants, parce que notre langage y est précisément adéquat. Chapitre 6. Les particules représentatives. Pour concevoir la préformation complète de l'animal dans l'élément sexuel, il fallait, de toute nécessité, admettre qu'un seul des éléments, mâle ou femelle suivant les théories, intervenait dans la formation de l'adulte, l'autre élément ne donnant au développement qu'une impulsion ou une alimentation nécessaire. Mais alors,
comment comprendre que le jeune tienne à la fois des caractères de ses deux parents? Comment le mulet se rapproche-t-il à la fois de l'espèce âne et de l'espèce cheval? Il fallait des considérations baroques pour arriver à l'expliquer, et encore les explications enchevêtrées que l'on obtenait étaient-elles bien peu solides. Depuis longtemps, Hippocrate avait été amené à accorder aux deux sexes une importance équivalente dans la procréation des jeunes. Cette théorie, adoptée par Galien, mais négligée plus récemment par les spermatistes et les ovistes, a été reprise par Buffon. Or, si l'on accorde que les éléments mâles et femelles se combinent pour former le petit, que devient la théorie si séduisante de la préformation? Comment expliquer que le nouvel être ressemble à des parents si compliqués? C'est ici qu'intervient la théorie des particules représentatives. Comme il ne sera plus possible d'admettre que l'un des éléments sexuels était en réduction l'animal entier, il va falloir trouver quelque chose de nouveau pour comprendre comment toutes les parties du futur adulte sont représentées dans le germe provenant de l'union des sexes, car de supposer que toutes ces parties n'y sont pas représentées effectivement, Buffon, imbu des théories précédentes, n'y a pas songé. On connaît sa théorie des molécules organiques indestructibles. Ce qu'il y a de précis dans cette théorie, c'est cette erreur que les molécules vivantes existent dans la nature en nombre limité et ne peuvent ni se transformer en molécules brutes, ni se former aux dépens de ces molécules brutes. Les êtres vivants s'accroissent en se nourrissant aux dépens d'autres êtres vivants, et la quantité totale de vie ne varie pas. Voici maintenant qui est moins précis, et que l'auteur n'explique pas assez. Les liqueurs séminales du mâle et de la femelle comprennent des molécules organiques provenant des diverses parties du corps et, il faut le comprendre sans que Buffon le dise explicitement, représentant chacune pour son compte la partie d'où elle provient. Une molécule venue du doigt indicateur droit représente le doigt indicateur droit, etc. Quand a lieu la fusion des liqueurs séminales mâles et femelles, les molécules correspondantes, celles du doigt du père et celles du doigt de la mère, se réunissent et par suite de leur réunion, cessent de se mouvoir, se fixent dans une position d'équilibre déterminée précisément par la situation topographique de l'organe des parents d'où elles proviennent, de telle manière que, par exemple, les molécules du doigt indicateur droit se placent à droite, entre celles du pouce et du médius de la même main, etc. Vous voyez que ces molécules représentatives des diverses parties du corps savent bien leur rôle, puisqu'elles ne se trompent pas de route et que le Fils de l'homme est un homme comme son Père. Indépendamment de la difficulté qu'éprouve notre raison à concevoir cette détermination de la place qu'occuperont dans l'embryon les molécules organiques provenant des divers organes des parents, détermination au moins aussi difficile à comprendre que le phénomène brut de la génération qu'il veut expliquer, je voudrais seulement attirer l'attention sur la valeur même de cette vertu représentative des molécules provenant des divers organes. Pourquoi le Fils de l'homme a-t-il un foie? Parce que dans l'embryon d'où il provient s'étaient glissées des molécules à vertu hépative et qui avaient puisé cette vertu bizarre dans un séjour prolongé au milieu du foie du parent. Elles pouvaient provenir d'ailleurs, ces molécules hépatives, d'un muscle de veau ou d'une cervelle de mouton, puisqu'un enfant, sans avoir jamais mangé de foie, aura cependant un foie étant adulte. Et il y a là une grosse difficulté que Buffon n'a pas signalée, parce que tout le raisonnement que je viens de faire est implicite, mais non développé dans sa théorie. Comment s'acquiert la vertu hépative, cette vertu extraordinaire qui ressemble tant à la vertu dormitive de Molière? Buffon ne s'en est pas inquiété, mais Weissmann nous l'expliquera fort ingénieusement, comme nous le verrons plus tard. Il est impossible de ne pas retrouver dans cette théorie de Buffon une conséquence des théories précédentes de la préformation. L'embryon, avec toutes ses molécules représentatives, placées les unes par rapport aux autres, exactement comme seront placés plus tard les organes de l'adulte et comme l'étaient ceux des parents, n'équivaut-il pas absolument à l'homunculus de Dallampatius? Seulement, c'est un homunculus provenant à la fois de la substance paternelle et de la substance maternelle, et s'il s'est constitué ainsi, semblable à eux, c'est à cause de la vertu déterminative des molécules organiques qui amène chacune d'elles à une place correspondant précisément à sa vertu représentative. À l'époque où écrivait Buffon, les notions sur la structure intime du corps humain étaient trop rudimentaires pour qu'une tentative d'explication de la génération eût la moindre chance d'aboutir. On ne peut donc reprocher au grand naturaliste de n'avoir pas réussi dans cet essai, mais il est regrettable qu'il se soit abusé lui-même et ait trompé ses contemporains par l'apparence scientifique de mots vides de sens,
par des explications identiques, je le répète, à celles du médecin de Molière. Il a fallu d'ailleurs que cette doctrine de la préformation fût profondément ancrée dans l'esprit des hommes, puisque nous allons la retrouver, légèrement dissimulée, il est vrai, chez les plus grands savants d'une époque où la structure cellulaire et l'embryologie étaient déjà admirablement connues. Il est temps de poser le problème de manière précise. L'œuf fécondé construit l'homme, par son activité propre, au moyen des matériaux qui sont à sa disposition, exactement comme l'abeille construit sa ruche par son activité propre, en se servant de produits qu'elle fabrique elle-même aux dépens de substances extérieures. Un œuf d'homme ne peut pas construire un chien, mais une abeille ne peut pas construire un nid de guêpe. Les ruches sont caractéristiques des espèces. Est-ce que l'abeille ressemble à sa ruche? Avez-vous jamais songé à trouver, dans l'abeille, la partie qui correspond à la cloison de droite de la troisième loge du deuxième rang? Pourquoi alors voudriez-vous que l'œuf ressemblât à l'homme qu'il doit construire? Ou du moins, puisque le microscope permet aujourd'hui d'affirmer qu'il n'y a pas d'homunculus dans l'œuf, pourquoi voulez-vous que le foie, le cerveau, y soit représenté par des particules définies? Et cependant, l'homme est déterminé dans l'œuf, c'est-à-dire que si vous fournissez à l'œuf les matériaux nécessaires dans les conditions convenables, cet œuf construira un homme et non un chien. Mais la ruche aussi est déterminée dans l'abeille. Si vous fournissez à l'abeille les matériaux convenables, elle construira une ruche d'abeilles et non un nid de guêpe. Et cependant, vous trouveriez extraordinaire qu'on voulût vous montrer dans la substance de l'abeille une particule représentative de la cloison de droite de la troisième loge du deuxième rang. Je suppose même qu'on vous ait parlé de cette particule représentative, sans vous la montrer naturellement, et sans vous expliquer comment elle est représentative d'une cloison particulière de la ruche. En serez-vous plus avancé? Ne serez-vous pas aussi instruit en disant « l'abeille a la propriété de construire une ruche » que si vous énonciez l'hypothèse « l'abeille contient des particules dont chacune a la propriété de déterminer la formation d'une cloison donnée de la ruche ». Qu'est-ce qui est plus clair? L'opium fait dormir? Ou bien, l'opium a une vertu dormitive dont la nature est d'assoupir les sens. Voyons s'il y a quelque chose de plus dans les gémules de Darwin. Les gémules de Darwin. Avant que l'on connût la structure cellulaire du corps des animaux supérieurs, on ne limitait pas avec rigueur les parties auxquelles correspondaient les particules représentatives dans l'homunculus du germe. Y avait-il une seule particule pour le doigt indicateur de la main droite? Ou bien y en avait-il une pour sa phalange, une pour sa phalangine et une pour sa phalangette? Cela n'était pas précisé. Une fois la cellule connue, l'unité est parfaitement déterminée. Ce seront les cellules du corps qui seront représentées individuellement dans l'homunculus par des particules spéciales. Tel est l'état de la théorie dans les gémules de Darwin. Ces gémules diffèrent quelque peu des molécules organiques de Buffon. Ainsi, par exemple, elles se multiplient dans les cellules qu'elles sont destinées à représenter. Mais, à part quelques différences, elles jouissent à peu près des mêmes propriétés que les molécules de Buffon. Chaque cellule de l'organisme produit un grand nombre de gémules qui toutes représenteront exactement la cellule où elles sont nées telle qu'elle était au moment de leur naissance, et qui toutes, voyageant ensuite à travers l'organisme, auront la vertu spéciale de donner à toute cellule neutre dans laquelle elles pénétreront les caractères de la cellule d'où elles proviennent. Car il ne faut pas oublier que pour Darwin, la cellule n'est pas différenciée par elle-même. Elle est neutre et ne reçoit ses caractères que des gémules qui y pénètrent et s'y multiplient. Naturellement, comme pour les molécules de Buffon, une au moins des gémules de chaque cellule du corps viendra dans chaque élément sexuel. Tout ovule ou tout spermatozoïde contiendra donc les gémules représentatives de toutes les cellules de l'animal correspondant. L'œuf fécondé contiendra des gémules de toutes les cellules des deux parents. Voilà l'homunculus. Mais les progrès de la microscopie et de l'embryologie ne permettent plus de croire que ces gémules affectent dans le germe, comme dans la théorie de Buffon, une disposition analogue à celle des organes de l'adulte. Est-ce à dire que les gémules de Darwin n'auront en commun avec les molécules de Buffon que la vertu représentative et seront dépourvues de la vertu déterminative qui amenait chacune d'elles à une place correspondant précisément à sa vertu représentative? Pas le moins du monde. Seulement, cette vertu déterminative, au lieu de s'exercer immédiatement entre les gémules qui sont dans l'œuf fécondé, s'exercera au fur et à mesure du développement. L'œuf se segmente plusieurs fois consécutivement, de manière à donner naissance à toutes les cellules de l'organisme, mais ces cellules sont neutres par elles-mêmes et ne reçoivent leur différenciation que des gémules qui y viennent.
Aussi les gémules, grâce à leur vertu déterminative, se dirigent toutes comme il faut pour construire un adulte semblable aux parents. Celles de la phalangine du doigt indicateur gauche se rendront toutes là où doit se faire ce doigt indicateur gauche, et y produiront qui un muscle, qui un os, qui un globule sanguin, suivant la vertu représentative de chacune. Et voilà, vous voyez bien qu'il y a toujours dans l'œuf un homunculus déguisé, inavoué, car si chaque gémule n'a pas une place déterminée dans la morphologie de cet homunculus, elle a en puissance la propriété de la dessiner en grand dans l'adulte qui en proviendra. C'est peut-être encore plus compliqué que la théorie de Buffon, et cela n'explique rien de plus. C'est toujours la vertu dormitive de Molière. Weissmann. Avec Weissmann, nous faisons un pas de plus dans l'échelle de la complication, sans en faire un seul dans le sens de la clarté et de la précision. Nous allons nous retrouver en présence des vertus représentatives ou déterminatives, des propriétés mystérieuses, des mots spécieux enfin, qui dissimulent l'absence d'explication réelle des faits. Et ce qu'il y a de plus grave, c'est que ce système si complexe, son auteur va le croire assez infaillible pour se permettre de nier, en s'appuyant dessus, les résultats les mieux acquis de l'observation courante. Il est d'ailleurs merveilleux d'ingéniosité, ce système de Weissmann, pourvu qu'on accepte le point de départ, les vertus dormitives sur lesquelles il est basé. Aussi l'auteur n'y est-il pas arrivé du premier coup. Il a publié un certain nombre d'essais successifs qui se sont complétés, corrigés, contredits quelquefois. Je ne m'occuperai que des parties les plus importantes et les plus définitives de l'édifice, mais je crois inutile, après les considérations précédentes, de m'attacher à démontrer longuement que cet édifice laborieux est construit sur le sable et de montrer combien facilement s'y appliquent les réflexions de Wallace sur les théories qui sont fausses. Et d'abord, nous allons retrouver dans les plasmas ancestraux l'équivalent virtuel de l'emboîtement des germes. Les plasmas ancestraux sont des particules comprises dans le noyau des cellules reproductives et qui ont la vertu de représenter les caractères des ancêtres, ce qui explique naturellement l'hérédité et l'atavisme. Ces particules jouissent, comme les gémules de Darwin, de la propriété de se multiplier sans se modifier. Voici comment Weissmann explique la présence de nombreux plasmas ancestraux différents dans une cellule reproductive d'une espèce actuelle. Les protozoaires ne contiennent qu'un seul plasma, représentatif de leur caractère spécifique. Or, au début, il n'y avait que des protozoaires. Ces protozoaires se multipliaient par bipartition, leur plasma représentatif aussi, de telle manière qu'il y eut toujours un plasma représentatif par individu. Ces protozoaires étaient susceptibles de varier et, je ne sais comment, leur plasma représentatif variait en même temps, de manière à rester représentatif des caractères actuels de leurs propriétaires. Voilà donc, comme point de départ, un grand nombre d'espèces différentes de protozoaires. Quelques-uns pouvaient peut-être, par suite de certaines variations acquises, donner naissance à des agglomérations pluricellulaires à cause d'une certaine adhérence entre les produits des bipartitions successives, mais dans tous les cas, il n'y avait qu'un seul plasma représentatif et, par conséquent, si j'ai bien compris, pas de différence entre les diverses cellules de l'agglomération. C'est bien là, il me semble, l'équivalent, mis au courant des progrès de l'histologie, de l'emboîtement des spermatistes. Les choses en seraient restées à ce degré de simplicité si un phénomène nouveau ne s'était produit, le phénomène de la fusion de deux cellules d'espèces différentes, que Weissmann appelle fécondation, quoiqu'en général nous considérions, actuellement au moins, la fécondation comme à peu près impossible entre des cellules qui ne sont pas de même espèce. Enfin, cela a pu ne pas se passer de la même manière autrefois, précisément avant que fussent constituées les espèces que nous connaissons aujourd'hui. Pourquoi cette fusion entre des cellules dont chacune était capable de vivre par elle-même? Weissmann n'en donne pas d'explication, ou du moins il en donne une tellement téléologique que j'ose à peine croire qu'il lui ait attribué une importance quelconque. Cela était nécessaire d'après sa théorie même, pour que des êtres plus différenciés apparussent, et c'est pour cela que cette fusion s'est produite. Mais quelle vertu, déterminative ou autre, exigeait l'apparition d'êtres plus différenciés? Pourquoi fallait-il qu'il y eût au monde autre chose que des protozoaires? Néanmoins, admettons cette fusion sans en chercher les raisons. La cellule qui en résultera contiendra deux plasmas représentatifs et accumulera ainsi les caractères de deux cellules parentes, de sorte que, si elle donne naissance à une agglomération polyplastidaire,
par suite de l'adhérence réalisée entre les produits de ces bipartitions successives, il pourra y avoir dans cette agglomération des éléments de deux espèces, l'espèce du père et celle de la mère. Encore faudra-t-il pour cela que les bipartitions successives soient hétérogènes et séparent le plasma représentatif père du plasma représentatif mère dans quelques-unes au moins des cellules, sans quoi toutes les cellules seraient encore identiques, quoiqu'ayant des caractères multiples, ceux du père et ceux de la mère tout à la fois. L'hypothèse des bipartitions hétérogènes s'impose donc dès le début dans le système de Weissmann. Mais néanmoins, il y aura des éléments de l'agglomération qui, par vertu spéciale, contiendront les deux plasmas représentatifs du père et de la mère, sans quoi le système de Weissmann ne pourrait pas s'élever. Ces éléments spéciaux sont appelés éléments sexuels. Leur plasma représentatif s'appelle plasma germinatif. Si le père avait le caractère A et la mère le caractère B, le plasma germinatif du fils contiendra les caractères A plus B. Oui, mais cela ne suffit pas. À côté de cet être à caractère A plus B, une autre fusion de deux espèces avait créé un être à caractère C plus D. Eh bien, les éléments sexuels de ces deux êtres à caractère double vont se fusionner pour donner une cellule à 4 plasmas représentatifs, A plus B plus C plus D. Pourquoi cette nouvelle fusion de deux espèces différentes? Parce que, sans cela, il ne se formerait pas d'êtres supérieurs, et Weissmann nous a déjà dit qu'il fallait des êtres supérieurs. Voilà, en effet, que de cet être à 4 plasmas, il va pouvoir se former par bipartition hétérogène des cellules très différentes, AA plus CB plus CD, etc., ou au moins de 4 types A, B, C, D, suivant les hypothèses que l'on fera, et ici l'imagination à libre cours. Mais néanmoins, il y aura toujours des éléments cellulaires spéciaux qui, par vertu spéciale, contiendront les 4 plasmas ancestraux. Ce seront les éléments sexuels. C'est la loi de la continuité du plasma germinatif. Et ainsi de suite. Nous pouvons imaginer que ce petit manège se répète aussi souvent que nous le voudrons, et quand nous l'aurons répété n fois, nous aurons un être dont le plasma germinatif contiendra 2 puissance n plasmas représentatifs, ou plasmas ancestraux si vous préférez, et qui, par conséquent, pourra présenter dans les diverses parties de son individu, par suite des bipartitions hétérogènes de son développement, les caractères de tous ses ancêtres. Nous, hommes, nous sommes le résultat de cette complication progressive et nous avons eu par conséquent, si j'ai bien compris, des grands-pères leucocytes, des grands-pères neurones, des grands-pères corpuscules olfactifs, voire des grands-pères poils de moustache. Et aussi, dans la série intermédiaire, d'autres ancêtres, neurones plus leucocytes, ou toute autre combinaison analogue. Or, quelque petites que soient les particules représentatives, si leur nombre croissait indéfiniment, elles finiraient par ne plus pouvoir tenir dans un noyau cellulaire qui n'est jamais bien gros. Aussi aurions-nous pu croire qu'il arriverait un moment où les phénomènes de fusion de deux éléments cellulaires différents cesseraient, par suite d'une pléthore de caractères. Mais alors, l'évolution serait arrêtée. Comment le progrès serait-il possible, puisque la sélection, cause de progrès, ne peut agir qu'entre des éléments variés, et que, pour Weissmann, la seule cause de variation est dans cette fusion même. Il faut pourtant qu'il y ait progrès. Voici comment cela devient possible. Au moment où s'est réalisée cette pléthore de caractères, les éléments sexuels, soucieux d'assurer l'avenir de leur espèce, ont pris l'habitude d'éliminer la moitié de leurs particules représentatives, et alors 2 éléments réduits de moitié et différents peuvent, en se fusionnant, redonner une cellule qui a encore le nombre maximum de caractères possibles, mais cette fusion assure la variation, c'est-à-dire les chances de progrès, et désormais, cela continuera ainsi indéfiniment. Cette élimination d'une moitié des plasmas ancestraux, on la constate dans la formation du second globule polaire qui détermine la maturation de l'ovule. Le spermatozoïde apporte ensuite à l'ovule une autre demi-part des plasmas ancestraux, et cela fait un œuf fécondé qui a toujours le nombre maximum de caractères possibles. Et si, par erreur, l'ovule et le spermatozoïde avaient éliminé tous deux les plasmas ancestraux qui déterminent l'œil droit, l'œuf donnerait un produit pourvu de 2 yeux gauches. Tout ceci a l'air d'une plaisanterie, et cependant c'est là véritablement la théorie des plasmas ancestraux de Weissmann. Indépendamment des critiques qui peuvent s'adresser au raisonnement téléologique de l'auteur, il y a un très grave reproche à lui faire au sujet de l'extension abusive des phénomènes sexuels.
Nous constatons aujourd'hui, d'une manière courante, la reproduction sexuelle des êtres, c'est-à-dire la fusion de deux plastides d'une espèce donnée. Que ces deux plastides n'aient plus chacun, par suite des phénomènes de maturation, que la moitié des caractères de l'espèce considérée, cela est parfaitement acceptable. Mais néanmoins, deux objections évidentes surgissent à ce sujet contre le système de Weismann. Premièrement, pour être incomplet et ne présenter chacun que la moitié des caractères de l'espèce donnée, les deux plastides complémentaires dont nous constatons la fusion n'en sont pas moins de même espèce, tandis que le système de Weismann exige, pour expliquer la formation progressive des êtres supérieurs, que, au moins au début, il y ait eu fusion de plastides n'ayant que des caractères différents. Toute fusion entre plastides ayant les mêmes caractères ne détermine aucun progrès. N'y a-t-il pas abus à appeler phénomènes sexuels des fusions comme celles que place Weismann au début de son échelle ascendante? Et constatons-nous aujourd'hui rien de semblable entre des plastides autres que ceux qui proviennent par dédoublement d'une même espèce plastidaire? Avez-vous jamais vu la fusion d'une amibe et d'une paramécie? Et n'est-ce pas là précisément l'analogue de la fusion de A plus B avec C plus D? Mais la deuxième objection ajoute encore à l'importance de la première. Deuxièmement, voici deux plastides A plus B et C plus D, dont chacun a vécu jusque-là par lui-même, c'est-à-dire s'est multiplié par bipartition, sans autre secours que celui des matériaux empruntés au milieu. Un beau jour, ils se rencontrent et se fusionnent en vue du progrès futur. Si vous voulez, nous supposerons pour simplifier que 4 est le nombre maximum de plasmas représentatifs dans un noyau cellulaire. Le raisonnement serait le même avec 2 puissance n, seulement on partirait alors des plastides ayant un nombre de caractères égal à 2 puissance n moins 1. Le plastide A plus B plus C plus D, plastide ayant le maximum de caractères, va se dédoubler en éléments sexuels, comme nous l'avons vu. Et ces deux éléments, A plus B et C plus D, ovules et spermatozoïdes, vont désormais être incapables de vivre par eux-mêmes, c'est-à-dire d'assimiler et de se multiplier. Pourquoi cela? Leurs grands-pères A plus B et C plus D s'étaient toujours multipliés par eux-mêmes jusqu'au jour de la fusion. D'où vient cette incapacité subite? En d'autres termes, un ovule, moitié de plastide actuel, est toujours la reproduction exacte d'un ancêtre doué de bipartition propre. Pourquoi donc Weismann admet-il maintenant que la parthénogenèse, ou bipartition propre d'un élément sexuel, ne peut plus avoir lieu que si cet élément n'a pas subi la division réductrice de l'expulsion du deuxième globule polaire? Autrement dit, pourquoi n'y a-t-il plus aujourd'hui à pouvoir assimiler par eux-mêmes que les plastides ayant 2 puissance n caractères, alors qu'autrefois cette propriété d'assimilation était dévolue à des ancêtres qui n'avaient que 2 puissance n-1, 2 puissance n-2, etc., 2, 1 caractères? La réponse est immédiate. Ces prétendus ancêtres n'ont jamais existé, puisque nous constatons que des êtres semblables à ce qu'ils ont dû être sont incapables de se multiplier. Donc, la théorie des plasmas ancestraux, déjà si difficile à accepter avec toutes ces hypothèses téléologistes, est évidemment fausse. Nous avons le droit d'affirmer que s'il y a eu des plastides ancêtres ayant 2 fois moins de caractères que les plastides actuels d'une espèce donnée, et cela, personne ne peut plus en douter, la complication progressive des espèces étant aujourd'hui au-dessus de toute discussion. S'il y a eu, dis-je, de tels plastides ayant 2 fois moins de plasmas représentatifs dans leur noyau, ces plasmas représentatifs étaient forcément différents de ceux qui existent aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui un plastide à 2 puissance n-1 plasma actuel ne peut plus assimiler. Mais alors, tout le système de Weismann s'écroule puisqu'il est uniquement basé sur l'intangibilité, l'immutabilité de ces plasmas représentatifs qui conduisent à la continuité du plasma germinatif. On a fait bien d'autres objections à la théorie des plasmas ancestraux. Celle que je viens de lui opposer suffirait, il me semble, à la faire rejeter, même si l'on avait admis comme point de départ les vertus dormitives sur lesquelles elle est fondée. Est-il bien nécessaire, au point où nous en sommes, de détailler les autres parties du système de Weismann? Il ne serait pas juste de faire ressortir ce que cette théorie a d'invraisemblable sans montrer aussi comment s'y est manifestée une ingéniosité extraordinaire, d'ailleurs dépensée en pure perte sur un sujet forcément stérile.
je ne puis m'étendre sur la jolie interprétation du premier globule polaire éliminant le plasma ovogène, et je laisse de côté ce qui a trait aux plasmas ancestraux pour aborder la théorie parallèle des déterminants. Les particules représentatives simples dont nous avons parlé jusqu'à présent ne pouvaient, on l'a vu, quoi qu'en ait pensé Weissmann, représenter autre chose que les caractères isolés des protozoaires ancêtres, le neurone, le leucocyte, etc. Leur existence n'expliquerait donc que l'hérédité de l'histologie, et non l'hérédité des formes compliquées d'amas cellulaires, la forme du nez par exemple. Or, dans bien des cas, on constate que le nez se transmet de père en fils pendant plusieurs générations. Les déterminants de Weissmann donnent la clé de ce phénomène. Les caractères élémentaires des cellules ont comme particules représentatives des biophores infiniment petits qui, contenus dans le noyau, se diffusent dans le protoplasma inerte et s'y distribuent d'une manière parfaitement déterminée sous l'influence d'une vertu déterminative spéciale. C'est à cette distribution topographique de biophores, homunculus de premier ordre, que chaque cellule, inerte en elle-même, doit toutes ses propriétés. Les biophores, doués naturellement de la multiplication par bipartition, sont tous représentés dans le noyau de l'œuf, dans le plasma germinatif. Mais ils n'y sont pas distribués au hasard. Tous les biophores destinés à une même cellule de l'adulte sont, déjà dans le plasma germinatif, unis en un groupement indissoluble, l'embryon de l'homunculus de premier ordre de la phrase précédente. Ce groupement est le déterminant de la cellule considérée de l'adulte. Il suffit qu'il y ait, dans le plasma germinatif, un seul déterminant pour toutes les cellules qui seront semblables chez l'adulte. Le déterminant est en effet susceptible de se multiplier par division. Voilà pour les cellules. Mais les cellules ne sont pas distribuées au hasard chez l'adulte, pas plus que les caractères chez la cellule. Aussi les déterminants ne sont-ils pas répartis d'une manière quelconque dans le plasma germinatif. Tous les déterminants des cellules du nez seront, par exemple, réunis dans un groupement à structure spéciale, l'homunculus de deuxième ordre ou id. Mais c'est un homunculus honteux et déguisé comme celui des gémules de Darwin. Il ne ressemble pas du tout physiquement au caractère morphologique qu'il déterminera, il en a seulement la vertu déterminative. L'id, comme le déterminant, se multiplie par division. Dans l'esprit de Weissmann, ce sont les ides qui sont les plasmas ancestraux. Mais alors, ces plasmas ancestraux seraient plus compliqués que nous ne l'avons cru tout à l'heure puisque nous n'y trouvions que des caractères de protozoaires. Nous serons obligés, pour faire disparaître cette contradiction, d'admettre que les plasmas ancestraux primitifs, A, B, C, D, se sont groupés successivement dans les êtres de plus en plus complexes, en groupements caractéristiques et intangibles qui se sont transmis ensuite de père en fils depuis ces ancêtres de second ordre et sont les ides actuels. Dans cette hypothèse, le nombre des caractères ancestraux réunis dans un même être est singulièrement diminué, et je ne sais si Weissmann accepterait cette interprétation. Il vaut mieux s'en tenir avec Hartog à cette opinion que les plasmas ancestraux sont ceux des protozoaires ancêtres. Mais alors, tout se contredit. Je n'insiste pas sur la lutte des déterminants et autres choses ingénieuses. Un seul exemple montrera avec quelle facilité Weissmann a toujours répondu à la part des objections qu'on lui a posées par une hypothèse nouvelle. Voici un crabe adulte. On lui casse une patte. Elle repousse semblable à elle-même. C'est que, dit Weissmann, il existe des déterminants de réserve qu'un traumatisme seul a le pouvoir de mettre en activité. Et si le phénomène se reproduit, il invoquera les déterminants de réserve deuxième catégorie. Il manie avec une aisance incroyable ces déterminants si précieux. Il les rend actifs quand cela est nécessaire et les met en réserve quand il lui plaît sans nous dire pourquoi. Et cela est bien commode pour expliquer la transmission héréditaire des caractères latents. Mais toutes ces hypothèses sont au moins aussi compliquées que les faits dont elles donnent une explication, et encore cette explication se réduit-elle à une formule spécieuse qui semble explicative quand on n'y fait pas attention. Il est vraiment étonnant que ce système invraisemblable et fragile, cet échafaudage d'hypothèses compliquées, ait provoqué un engouement si profond et si durable chez des philosophes et des naturalistes. Mais cet engouement inexplicable a été, au moins d'une manière, utile à la science en provoquant des études minutieuses sur l'hérédité des caractères acquis, ce fait capital de la biologie générale et de l'histoire de la formation des espèces, et que le système de Weissmann rend inadmissible. Jusqu'à lui, tout le monde y avait cru,
mais il s'est trouvé dans la nécessité de refuser d'y croire ou de renoncer à son système, et il a bravement pris le premier parti. Les néo-darwiniens se sont jetés à l'eau avec lui et ont combattu avec acharnement les néo-lamarckiens, partisans des acquisitions héréditaires. On a épluché tous les faits jusque-là indiscutés de transmission de variations et de traumatismes. On a trouvé que beaucoup étaient erronés. On a cherché et on en a découvert de nouveaux, plus probants. On a fait des expériences et rien n'a peut-être été plus favorable au développement de la biologie générale que cette discussion acharnée. Il faut donc savoir gré à Weissmann du courage et de la ténacité dont il a fait preuve en soutenant malgré tout son système caduc, et si ce système est, d'ores et déjà, rangé parmi les théories fausses dont parle Wallace, il aura du moins eu le mérite de provoquer un mouvement d'idées et des luttes savantes qui auront jeté une lumière nouvelle sur l'histoire de la vie à la surface de la Terre. Rien n'a été plus profitable à Pasteur que l'entêtement de ses adversaires, et Weissmann aura fait pour la biologie générale ce que Pouchet, Trécu, Peter ont fait pour la microbiologie. Chapitre 7. L'hérédité des caractères acquis. Tout ce que la nature a fait acquérir ou perdre aux individus, par l'influence des circonstances où leur race se trouve depuis longtemps exposée, et, par conséquent, par l'influence de l'emploi prédominant de tel organe ou par celle d'un défaut constant d'usage de telle partie, elle le conserve par la génération aux nouveaux individus qui en proviennent, pourvu que les changements acquis soient communs aux deux sexes ou à ceux qui ont produit ces nouveaux individus. Malgré tout le mépris qu'il professe pour les œuvres de Lamarck, Darwin a compris l'utilité incontestable de ce grand principe de l'hérédité des caractères acquis dans la formation des espèces, et il a essayé de l'expliquer par ses gémules. Vous savez que les gémules qui représentent les diverses cellules du corps se multiplient dans les cellules pendant toute l'évolution de ces dernières et ont la vertu de représenter exactement ce qu'était la cellule hôte au moment précis où elles s'y sont formées. Cela admis, il est bien évident que si une cellule A varie, il se produira à son intérieur des gémules nouvelles qui auront subi une variation correspondante et seront par suite aptes à représenter A sous son nouvel aspect. Or, dans l'hypothèse de Darwin, les gémules ont le pouvoir de sortir sans cesse des cellules et de parcourir l'économie de manière à venir se fixer dans les produits sexuels. Chaque élément reproducteur contiendra donc des gémules représentant ce qu'était la cellule A avant et après la variation. Si la variation a été tardive, le nombre des gémules modifiées sera inférieur à celui des gémules non modifiées et la variation de A ne sera pas héréditaire. Mais il n'en sera plus de même si la même variation se reproduit au cours de plusieurs générations successives, car alors le nombre des gémules modifiées représentant A ira en croissant par rapport à celui des gémules non modifiées, et la variation finira par être définitivement acquise et transmise. Il serait bien facile de montrer combien ce système des gémules modifiées est inacceptable en lui-même, mais cela devient inutile étant donné que des expériences précises ont montré l'impossibilité de croire à la circulation des gémules entre les cellules du corps et les éléments sexuels. L'explication de Darwin doit donc être abandonnée. Les néo-darwinistes n'ont pas été arrêtés pour si peu. Darwin n'était pas assez darwiniste et s'était laissé aller à prendre au sérieux le deuxième principe de Lamarck, celui de l'hérédité des caractères acquis, comme si ce principe était nécessaire et comme si la sélection naturelle n'était pas suffisante à elle seule pour expliquer la formation des espèces. Weissmann échafaude un système horriblement compliqué de biophores, déterminants, ides, doués de vertus fantastiques et basés sur de pures hypothèses. Or, ce système étant adopté, il devient patent que l'hérédité des caractères acquis est impossible. Il faut donc s'en passer, et Weissmann s'en passe. Avec lui, tous les néo-darwiniens purs admettent comme démontré l'impossibilité de la transmission héréditaire des variations. Mais alors, fait remarquer De Vries, puisque Weissmann a démontré que cette transmission héréditaire n'a pas lieu, reprenons les gémules de Darwin. Galton a prouvé que la circulation de ces gémules est inadmissible. Oui, mais Darwin n'avait imaginé cette circulation que pour expliquer l'hérédité des caractères acquis. Or, cette hérédité n'existe pas. Donc la théorie de Darwin, débarrassée de cette hypothèse démontrée fausse, subsiste tout entière et suffit à l'explication de tous les faits d'hérédité reconnus vrais. Aussi De Vries reprend-il les gémules en les mettant seulement au courant des découvertes plus récentes de l'histologie.
Voilà, brièvement résumée, l'histoire de cette négation de la transmission héréditaire des variations, négation qui est devenue la base même du système néo-darwinien. Darwin, essayant d'expliquer le fait énoncé par Lamarck, imagine la circulation des gémules que Galton démontre fausse. Weismann échafaude son système dans lequel l'hérédité des caractères acquis est impossible. Les néo-darwiniens, considérant le fait comme démontré, s'acharnent à prouver qu'il y a eu erreur toutes les fois qu'on a cru à l'hérédité d'une variation et que la sélection naturelle suffit à expliquer la formation des espèces actuellement vivantes avec leurs merveilleuses adaptations fonctionnelles. J'ai déjà exposé, dans la première partie de cet ouvrage, le principe admirable de la sélection naturelle. J'ai essayé de montrer que ce principe est l'expression d'une vérité évidente et que sa simplicité et son ampleur en font peut-être la plus merveilleuse conception du génie humain. Il n'est pas inutile de rappeler ici sous quelle forme son auteur l'a lui-même présenté au public, et de montrer en même temps comment elle a pu donner prise à l'objection de téléologisme que lui a faite Flourens et qui a, tout récemment encore, été ressuscitée dans la revue scientifique. J'ai donné le nom de sélection naturelle ou persistance du plus apte à la conservation des différences et des variations individuelles favorables et à l'élimination des variations nuisibles. Plusieurs écrivains ont mal compris ou mal critiqué ce terme de sélection naturelle. Les uns se sont même imaginé que la sélection naturelle amène la variabilité, alors qu'elle implique seulement la conservation des variations accidentellement produites, quand elles sont avantageuses à l'individu dans les conditions d'existence où il se trouve placé. Personne ne proteste contre les agriculteurs quand ils parlent des puissants effets de la sélection effectuée par l'homme. Or, dans ce cas, il est indispensable que la nature produise d'abord les différences individuelles que l'homme choisit dans un but quelconque. D'autres ont prétendu que le terme sélection implique un choix conscient de la part des animaux qui se modifient, et on a même argué que, les plantes n'ayant aucune volonté, la sélection naturelle ne leur est pas applicable. Dans le sens littéral du mot, il n'est pas douteux que le terme sélection naturelle ne soit un terme erroné. Mais qui donc a jamais critiqué les chimistes parce qu'ils se servent du terme affinité élective en parlant des différents éléments? Cependant, on ne peut pas dire, à strictement parler, que l'acide choisisse la base avec laquelle il se combine de préférence. On a dit que je parle de la sélection naturelle comme d'une puissance active ou divine. Mais qui donc critique un auteur lorsqu'il parle de l'attraction ou de la gravitation comme régissant les mouvements des planètes? Chacun sait ce que signifient, ce qu'impliquent ces expressions métaphoriques nécessaires à la clarté de la discussion. Il est aussi très difficile d'éviter de personnifier le nom nature. Mais, par nature, j'entends seulement l'action combinée et les résultats complexes d'un grand nombre de lois naturelles, et par loi, la série de faits que nous avons reconnus. Au bout de quelque temps, on se familiarisera avec ces termes et on oubliera ces critiques inutiles. Cette prévision de Darwin s'est vérifiée en partie. Il n'y a plus aujourd'hui aucun savant méritant ce nom qui n'accepte pleinement le rôle de la sélection naturelle dans tous les phénomènes de la biologie générale. Mais en dehors des savants proprement dits, combien de critiques insensées sont adressées à ce principe par des gens qui ne l'ont pas compris? Huxley dit que Darwin, dans son livre immortel, apporte 3 genres de preuves à son hypothèse. Ce n'est pas vrai. Darwin apporte des preuves de la possibilité d'expliquer la formation des espèces par la sélection naturelle, mais il n'apporte pas de preuves de la sélection naturelle elle-même et il n'en apporte pas parce qu'il n'y en a pas. Ce n'est pas une hypothèse, c'est une vérité évidente, une vérité de la palisse. Je ne reviens pas sur ce fait que j'ai déjà exposé ailleurs. La persistance du plus apte est indiscutable, pourvu que l'on sache bien quel est le plus apte dans les conditions considérées et que l'on n'oublie aucun des éléments qui entrent en jeu dans la lutte. On y arrive d'une manière certaine si l'on veut bien définir a posteriori le plus apte, celui qui a persisté. Cela suffit à Darwin, et vous voyez que, bien comprise, la sélection naturelle n'est même pas, comme on l'a dit souvent, un facteur de l'évolution. C'est une simple manière de raconter des faits qui sont de toute nécessité, manière infiniment précise et combien féconde. Il faudrait ne jamais perdre de vue la remarque que je viens de faire quand on lit les ouvrages de Darwin, surtout aux endroits où le grand biologiste, se laissant entraîner par son sujet, emploie un langage imagé dans lequel il personnifie la sélection naturelle et prête le flanc aux critiques de mauvaise foi. On peut dire, par métaphore,
que la sélection naturelle recherche à chaque instant, et dans le monde entier, les variations les plus légères. Elle repousse celles qui sont nuisibles, elle conserve et accumule celles qui sont utiles. Elle travaille en silence, insensiblement, partout et toujours, dès que l'occasion s'en présente, pour améliorer tous les êtres organisés relativement à leurs conditions d'existence organiques et inorganiques. Ces lentes et progressives transformations nous échappent jusqu'à ce que, dans le cours des âges, la main du temps les ait marquées de son empreinte, et alors nous nous rendons si peu compte des périodes géologiques écoulées que nous nous contentons de dire que les formes vivantes sont aujourd'hui différentes de ce qu'elles étaient autrefois. Une des conditions nécessaires pour que la sélection naturelle puisse s'exercer avantageusement est que le nombre des individus qui persistent soit trié dans un nombre beaucoup plus grand d'individus produits. Or, écoutons Wallace. On admet souvent que l'abondance d'une espèce dépend avant tout de sa plus ou moins grande fécondité. Mais les faits nous feront voir que cette condition n'y est que pour peu de choses ou pour rien. L'animal le moins prolifique se multiplierait rapidement si rien ne s'y opposait, tandis qu'évidemment la population animale du globe doit rester stationnaire. Par exemple, l'observation nous fait voir que le nombre des oiseaux ne s'accroît pas annuellement suivant une progression géométrique, ainsi que cela aurait lieu si quelque obstacle puissant ne s'opposait à leur multiplication. Presque tous les oiseaux produisent au moins 2 petits chaque année. Beaucoup en ont 6, 8 ou 10. Si nous admettons que chaque famille ait des petits 4 fois dans sa vie, nous resterons encore au-dessous de la moyenne, supposant qu'ils ne périssent pas par la violence ou le manque de nourriture. Cependant, à ce taux-là, à quel chiffre énorme s'élèverait la postérité d'un seul couple en quelques années? Un calcul simple montre qu'en 15 années, elle dépasserait le nombre de 10 millions. En réalité, nous n'avons aucun motif pour croire que le nombre des oiseaux d'un pays s'accroisse d'une quantité quelconque dans le cours de 15 ans ni de 150 ans. Après une pareille puissance de multiplication, chaque espèce doit avoir atteint ses limites, peu d'années après son origine, et reste alors stationnaire. Il est donc évident que chaque année, il doit périr un grand nombre d'oiseaux. En fait, autant qu'il en est. Or, la progéniture annuelle, évaluée au plus bas chiffre, est égale au double du nombre des parents. Par conséquent, quel que soit le nombre moyen de tous les individus existants dans un pays donné, il en périt chaque année un nombre double. Résultat frappant, mais qui paraît pour le moins très probable et qui, peut-être, reste plutôt au-dessous de la vérité. Il semble par conséquent que, pour ce qui concerne la continuation de l'espèce et le maintien du nombre moyen des individus, des couvées nombreuses sont superflues. En moyenne, tous les petits, sauf un seul, deviennent la proie des faucons, des vautours, des chats sauvages et des belettes, ou bien périssent de froid ou de faim pendant l'hiver. Il est donc bien certain que, chez les oiseaux, la sélection naturelle a un vaste champ d'action. Elle en a encore un plus considérable chez les êtres qui, comme les harengs, pondent annuellement des milliers d'œufs. Mais, Darwin le fait très honnêtement remarquer, il doit y avoir, pour tous les êtres, de grandes destructions accidentelles qui n'ont que peu ou pas d'influence sur l'action de la sélection naturelle. Par exemple, beaucoup d'œufs ou de graines sont détruits chaque année. Or, la sélection naturelle ne peut les modifier qu'autant qu'ils varient de façon à échapper aux attaques de leurs ennemis. Cependant, beaucoup de ces œufs ou de ces graines auraient pu, s'ils n'avaient pas été détruits, produire des individus mieux adaptés aux conditions ambiantes qu'aucun de ceux qui ont survécu. Ici, il me semble que Darwin se fait une objection gratuite. La sélection naturelle agit de la même manière aux différentes époques de la vie, et telle variété moins bien douée à l'état adulte pourra l'emporter dans un pays sur tel autre qui, sous la forme d'œufs ou de larves, aura présenté moins de résistance aux causes accidentelles de destruction. L'avantage de la protection peut se faire sentir de n'importe quelle manière à n'importe quelle époque de la vie. Les inoffensives tipules, proies faciles de tous les oiseaux, mais dont les œufs et les larves sont bien protégés, sont beaucoup plus nombreuses que telle autre espèce d'insectes beaucoup mieux armés à l'état adulte. Avant de quitter ce sujet de la sélection naturelle, je veux montrer par un exemple très simple comment peuvent se fixer des caractères en apparence inutiles et ayant même tout l'aspect d'objets de luxe. Certaines plantes sécrètent une liqueur sucrée, apparemment dans le but d'éliminer de leur sève quelques substances nuisibles.
Cette sécrétion s'effectue, parfois, à l'aide de glandes placées à la base des stipules chez quelques légumineuses et sur le revers des feuilles du laurier commun. Les insectes recherchent avec avidité cette liqueur, bien qu'elle se trouve toujours en petite quantité. Mais leur visite ne constitue aucun avantage pour la plante. Or, supposons qu'un certain nombre de plantes, d'une espèce quelconque, sécrètent cette liqueur ou ce nectar à l'intérieur de leurs fleurs. Les insectes en quête de ce nectar se couvrent de pollen et le transportent alors d'une fleur à une autre. Les fleurs de deux individus distincts de la même espèce se trouvent croisées par ce fait. Or, le croisement, comme il serait facile de le démontrer, engendre des plants vigoureux qui ont la plus grande chance de vivre et de se perpétuer. Les plantes qui produiraient les fleurs aux glandes les plus larges et qui, par conséquent, sécréteraient le plus de liqueur, seraient plus souvent visitées par les insectes et se croiseraient le plus souvent aussi. En conséquence, elles finiraient, dans le cours du temps, par l'emporter sur toutes les autres et par former une variété locale. Les fleurs dont les étamines et les pistils seraient placés, par rapport à la grosseur et aux habitudes des insectes qui les visitent, de manière à favoriser de quelque façon que ce soit le transport du pollen, seraient pareillement avantagées. Nous aurions pu choisir pour exemple des insectes qui visitent les fleurs en quête du pollen au lieu de la sécrétion sucrée. Le pollen ayant pour seul objet la fécondation, il semble au premier abord que sa destruction soit une véritable perte pour la plante. Cependant, si les insectes qui se nourrissent de pollen transportaient de fleur en fleur un peu de cette substance, accidentellement d'abord, habituellement ensuite, et que des croisements fussent le résultat de ces transports, ce serait encore un gain pour la plante que les 9/10 de son pollen fussent détruits. Il en résulterait que les individus qui posséderaient les anthères les plus grosses et la plus grande quantité de pollen auraient plus de chances de perpétuer leur espèce. Lorsqu'une plante, par suite de développements successifs, est de plus en plus recherchée par les insectes, ceux-ci, agissant inconsciemment, portent régulièrement le pollen de fleur à fleur. Plusieurs exemples frappants me permettraient de prouver que ce fait se présente tous les jours. On peut comprendre ainsi comment il se fait qu'une fleur et un insecte puissent lentement, soit simultanément, soit l'un après l'autre, se modifier et s'adapter mutuellement de la manière la plus parfaite par la conservation continue de tous les individus présentant de légères déviations de structure avantageuses pour l'un et pour l'autre. Les deux citations précédentes, empruntées à dessein aux deux savants qui ont presque simultanément découvert l'importance de la sélection naturelle, suffisent à montrer comment cet admirable principe facilite la compréhension de la formation des espèces. À ce sujet, il n'y a pas de dissentiment entre gens de science. Lamarckien et darwinien sont d'accord. Mais il est immédiatement évident que l'interprétation tomberait si les caractères acquis n'étaient pas héréditaires. Il est évident aussi que la sélection ne peut agir que lorsque des variations se sont produites. C'est sur ces deux points que combattent avec acharnement les partisans des deux écoles néo-lamarckienne et néo-darwinienne. Chapitre 8. La variation et ses causes. La variation est une chose d'observation courante. Il n'y a pas deux hommes qui se ressemblent absolument, et si l'on créait par la pensée un type moyen réunissant tous les caractères des hommes, chaque individu de notre espèce différerait de ce type moyen par une majoration de certains caractères et par une diminution de certains autres. À mesure qu'il naît de nouveaux individus, on constate donc, pour chaque caractère, une oscillation autour d'une certaine moyenne et souvent même des divergences fortement accentuées. Nous sommes plus habitués à observer cette variation dans l'espèce humaine, mais elle a lieu également dans les autres espèces et il vaut mieux, dans le cas présent, choisir nos exemples chez les animaux qui ne sont pas, comme nous, soustraits par les avantages de la vie sociale à l'action de la sélection naturelle. Chez les animaux supérieurs, qui ne se reproduisent que par fusion d'éléments de sexes différents, un jeune tient toujours certains caractères de son père et d'autres de sa mère. On est en droit d'affirmer que si tel père a eu un jeune donné A de son accouplement avec une femelle donnée, il eût eu un jeune différent B de son accouplement avec toute autre femelle, précisément parce que toutes les femelles sont différentes, comme d'ailleurs aussi tous les mâles. Il y a donc, dans la reproduction sexuelle, un élément certain de variation individuelle autour d'un type moyen, par suite des différences préexistantes entre les individus de même sexe d'une espèce donnée.
Seulement, vous pouvez voir facilement que si la reproduction sexuelle entretient la variété des types, elle ne la crée pas. Si toutes les femelles étaient identiques, le même mâle pourrait leur donner des produits identiques. Si tous les mâles étaient aussi identiques entre eux, les croisements ne produiraient plus de variations. Mais il faut immédiatement remarquer que cette supposition est absurde, puisque par suite même de l'évolution individuelle qui est sa vie, le même mâle diffère de lui-même à deux époques distinctes de son existence. De même, la même femelle, et c'est pour cela que deux jumeaux se ressemblent toujours plus que deux frères d'âge différents. Il est donc bien certain que la génération sexuelle entretient la variété des individus dans une espèce donnée, mais c'est seulement par une série d'oscillations autour d'un type moyen, tandis que pour les néo-darwiniens, l'amphimixie est la source la plus importante des variations. Nous avons vu quel abus Weismann a fait de cette fusion d'éléments différents dans sa théorie des plasmas ancestraux et l'explication de la complication progressive des organismes. Rien n'est plus trompeur que cette divergence progressive des descendants d'un même couple, au moins en tant qu'elle est uniquement basée sur les mélanges successifs des plasmas germinatifs de Weismann. On ne s'y laisserait pas si aisément prendre si l'on regardait en arrière par le même procédé qu'en avant. Voici un homme, il y a 2 siècles, en 1698. Je suppose qu'il ait eu 2 enfants, puis chacun de ceux-ci 2 enfants, et ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui pendant 8 générations. Ces descendants de la 8e génération sont aujourd'hui au nombre de 2 puissance 8, ou 256, et il y a entre ces individus, tous différents, de grandes différences individuelles résultant des mélanges de plasmas germinatifs. Mais, au lieu de descendre, remontons de 2 siècles. L'homme considéré en 1698 a eu 2 parents. Chacun de ceux-ci en avait 2, et ainsi de suite, de telle manière qu'en 1498, il y avait 256 individus, desquels est descendu, au bout de 8 générations, l'homme considéré. Voyez-vous une raison, dans la théorie des plasmas ancestraux, pour qu'il y ait eu plus de différences individuelles entre les 256 descendants qu'entre les 256 ascendants de notre individu? La génération sexuelle ne fait que remanier les caractères différentiels préexistants, elle n'en crée pas. Au contraire, on tend de plus en plus à admettre que le résultat de l'amphimixie est de fixer le type moyen des espèces en faisant disparaître les variations fortuites. Supposez maintenant qu'une branche de la famille de tout à l'heure soit allée s'installer en Algérie, il y a 6 générations, et y soit restée depuis. Il y aura aujourd'hui 2 puissance 6, c'est-à-dire 64 descendants de notre homme qui seront des Algériens et qui différeront des 192 autres descendants du même ancêtre par des caractères acquis sous l'influence des conditions de milieu. Et cela nous conduit immédiatement à la théorie de Lamarck et des néo-lamarckiens. Darwin ne repousse pas ce genre de variation, mais il fait à son sujet quelques restrictions, comme le prouvent les passages suivants. On peut attribuer quelque influence, peut-être même une influence considérable, à l'action définie des conditions d'existence, mais nous ne savons pas dans quelle proportion cette influence s'exerce. On peut attribuer quelque influence, peut-être même une influence considérable, à l'augmentation d'usage ou du non-usage des parties. Dans quelques cas, le croisement d'espèces primitivement distinctes semble avoir joué un rôle fort important dans la formation de nos races. Et, plus loin, quelques auteurs emploient le terme variation dans le sens technique, c'est-à-dire comme impliquant une modification qui découle directement des conditions physiques de la vie. Or, dans ce sens, les variations ne sont pas susceptibles d'être transmises par hérédité. C'est la négation formelle du lamarckisme. Voici cependant un autre passage qui contredit à peu près le précédent. Toutefois, il ne faut pas oublier que certaines variations fortement accusées, que personne ne songerait à classer comme de simples différences individuelles, se représentent souvent parce que des conditions analogues agissent sur des organismes analogues. Nos productions domestiques nous offrent de nombreux exemples de ce fait. Dans ce cas, si l'individu qui a varié ne transmet pas de point en point à ses petits ses caractères nouvellement acquis, il ne leur transmet pas moins, aussi longtemps que les conditions restent les mêmes, une forte tendance à varier de la même manière. On ne peut guère douter non plus que la tendance à varier dans une même direction n'ait été quelquefois si puissante que tous les individus de la même espèce se sont modifiés de la même façon, sans l'aide d'aucune espèce de sélection. On pourrait, dans tous les cas,
citer bien des exemples d'un tiers, d'un cinquième ou au moins d'un dixième des individus qui ont été affectés de cette façon. Ainsi, Grabat estime que, aux îles Féroé, un cinquième environ des guillemots se compose d'une variété si bien accusée qu'on l'a classée autrefois comme une espèce distincte sous le nom d'Uria lacrimans. Quand il en est ainsi, si la variation est avantageuse à l'animal, la forme modifiée doit supplanter bientôt la forme originelle, en vertu de la survivance du plus apte. Et aussi, pourrait-on ajouter certainement, en vertu de l'hérédité des caractères acquis sous l'influence directe des conditions de milieu. Darwin l'accorde d'ailleurs à la fin de son ouvrage, dans un passage ajouté à l'édition définitive pour répondre à des objections faites aux éditions précédentes, passage qui contredit formellement celui de la page 46 cité plus haut. Ces modifications ont été effectuées principalement par la sélection naturelle de nombreuses variations légères et avantageuses. Puis les effets héréditaires de l'usage et du défaut d'usage des parties ont apporté un puissant concours à cette sélection. Chapitre 9. Les concessions de Weismann. L'idée fondamentale de Weismann, celle qui l'a conduit le plus directement à la négation de l'hérédité des caractères acquis, et la notion d'un plasma germinatif ou germène, continue au cours des générations successives et absolument distinct des autres cellules de l'organisme constituant le corps ou soma. Au début de sa théorie, avant qu'il eût eu à répondre à un grand nombre de critiques portant sur des faits inexplicables dans ce cas, l'illustre auteur des essais se montrait très intransigeant sur ce point. Le plasma germinatif est trop bien caché au centre de l'organisme pour être susceptible de recevoir, du milieu ambiant, aucune modification directe. Il est donc intangible et les seules variations possibles chez les êtres pluricellulaires sont celles qui proviennent de la fusion d'éléments sexuels d'origine différente. Chez les protozoaires ancêtres, le soma et le germène sont confondus. Ce dernier est ainsi exposé sans protection aux conditions ambiantes, dont il est susceptible de recevoir et par conséquent de transmettre des variations provenant directement, suivant la théorie de Lamarck, de l'influence du milieu. Les protozoaires sont variables, mais ces variations ancestrales seules, sans cesse remaniées par les croisements, seront la source des variations héréditaires chez les métazoaires descendants. Chez les métazoaires, le soma peut varier au cours de l'existence sous l'influence des conditions extérieures. Mais ces variations, ne se transmettant pas au plasma germinatif, sont individuelles et non héréditaires et ne peuvent influer en rien sur les destinées ultérieures de l'espèce. Nous avons déjà vu que cette source unique de variation, le mélange de deux plasmas germinatifs, ne pouvait conduire qu'à un nombre limité de types à cause de la nécessité des unions consanguines, mais il y a des objections plus fondamentales qui touchent à la notion même d'un plasma germinatif nettement défini et parfaitement distinct du soma. Toutes les cellules de certaines mousses sont capables de reproduire la plante tout entière, et cependant il y a des organes reproducteurs spéciaux. Un morceau de la feuille d'un bégonia jouit de la même propriété. Weismann est donc obligé d'admettre la possibilité de l'existence d'une certaine quantité de plasma germinatif en dehors des cellules reproductrices, et cela suffit à menacer tout son édifice, ainsi que l'a fait remarquer Kopp. Un mémoire de Vince présente à Weismann une objection d'un autre ordre et non moins sérieuse. Il y a des groupes de champignons dans lesquels, sans reproduction sexuelle, on constate l'existence d'espèces différentes ayant des ancêtres communs. Weismann est donc obligé d'admettre que, si le mélange des sexes est la plus importante source de variations individuelles, il peut y avoir aussi influence directe du milieu sur le germène. Voilà déjà une concession grave. Cependant, remarquez que l'auteur des essais n'accepte pas encore l'action sur les éléments sexuels des modifications acquises par le soma sous l'influence des conditions extérieures. Il admet que les conditions extérieures agissent à la fois sur le soma et le germène. Plusieurs variations sous l'influence du climat peuvent être dues entièrement ou en partie à la variation simultanée des déterminants correspondants dans quelques parties du soma et dans le plasma germinatif des cellules reproductrices. Et cette concession, arrachée à Weismann par les nécessités des résultats expérimentaux, l'auteur nous montre qu'elle est toute naturelle. C'est une conséquence de sa théorie même, comment n'y avait-il pas songé plus tôt?
Le plasma germinatif contient les mêmes déterminants que toutes les cellules de l'organisme. Donc les conditions extérieures qui modifient directement les déterminants dans les ailes d'un papillon modifieront en même temps et de la même manière les mêmes déterminants dans les cellules reproductrices, et ainsi la variation considérée sera héréditaire. Seulement, comme les éléments sexuels sont bien garantis et moins directement exposés aux intempéries, la modification sera moins complète dans le déterminant du plasma germinatif que dans celui des ailes, et le caractère acquis ne sera que faiblement transmis aux descendants directs. Il faudra que la même cause extérieure agisse pendant plusieurs générations pour que le caractère soit complètement et définitivement fixé dans l'espèce considérée. Or, c'est précisément ce qui se passe. Les caractères s'acquièrent lentement en plusieurs générations. Je ne sais pas jusqu'à quel point il est logique d'admettre que les conditions extérieures agissent de la même manière sur le déterminant qui se trouve morphogéniquement fonctionnel dans le soma et sur le même déterminant se trouvant en réserve et inactif dans le plasma germinatif, mais quelles que soient les objections que l'on puisse faire à cette théorie, il n'est pas moins vrai qu'elle constitue une concession très considérable aux néo-lamarckiens. Si considérable même que le chef des néo-lamarckiens d'Amérique a revendiqué comme sienne cette théorie de Weismann et a montré qu'elle revient à sa propre théorie de la diplogénèse, publiée en 1890. Je ne reviens pas sur cette théorie que j'ai discutée dans la revue philosophique. Mais cette seule revendication de priorité prouve que le chemin effectué par Weismann depuis l'apparition des essais dans la direction du lamarckisme est bien considérable. La théorie de Kopp, malgré son désir d'expliquer l'influence du soma sur le germène, n'explique, comme celle de Weismann, que l'influence directe et similaire du milieu extérieur sur le soma et sur le germène tout à la fois. En d'autres termes, elle explique l'hérédité des variations dues à la physiogénèse de Kopp ou à l'homorphose d'Ede-Perrier, mais non celle des variations dues à la cinétogénèse de Kopp ou automorphose d'Ede-Perrier. Voici d'ailleurs la définition précise de ces expressions d'après Ede-Perrier. Le milieu extérieur est sans doute la cause déterminante de toutes les modifications que peuvent présenter les organismes. Mais ce milieu peut agir soit directement, soit indirectement. Directement quand il ne provoque au sein des substances protoplasmiques que des modifications chimiques, telles que la formation de la chlorophylle et des pigments, ou qu'une suractivité de la nutrition, aboutissant par exemple à une croissance plus rapide soit de l'organisme tout entier, soit de tel ou tel organe. Indirectement, quand la stimulation du milieu provoque, de la part de l'organisme, une réaction qui paraît être la cause de la modification, comme dans tous les cas rattachés par la marque à l'usage et au défaut d'usage des organes. On peut distinguer ces deux ordres de modification, malgré leur point de départ commun, et les désigner chacun par un nom. Les premiers seront des allomorphoses, les seconds des automorphoses. Un organisme à réaction interne très limitée, comme celui d'un végétal, ne paraîtra présenter que des allomorphoses. Au contraire, les automorphoses apparaîtront d'autant plus nettement caractérisées que, par le développement de la sensibilité et de la volonté, l'organisme sera plus capable de se soustraire à l'action du milieu, comme cela a lieu chez les animaux supérieurs. Weismann admet donc l'hérédité des allomorphoses, et cela est suffisant ou à peu près pour les végétaux, mais il nie celle des automorphoses et par conséquent celle des instincts acquis, ce qui est absolument insoutenable. On voit d'ailleurs très facilement que le système de Weismann n'explique pas et ne permet pas d'expliquer les adaptations et leur caractère héréditaire, de sorte qu'il stérilise la grande œuvre de Darwin, dont le but était précisément d'expliquer, par le seul jeu des forces naturelles, la merveilleuse adaptation des organismes à leur milieu et des organes à leurs fonctions. Il stérilise l'œuvre de Darwin pour avoir voulu méconnaître celle de Lamarck. D'ailleurs, indépendamment de cette impuissance, la théorie des déterminants tombe d'elle-même. Elle était appuyée sur des bases difficiles à admettre, mais inflexibles et ne pouvant se plier aux concessions. En essayant de les faire fléchir pour répondre aux objections de fait qu'on lui a posées, Weismann a renversé lui-même son édifice. Chapitre 10. La lutte entre les deux écoles. Malgré le désastre qu'a déterminé pour le weismannisme la nécessité de concessions incompatibles avec l'essence même de ce système, il y a encore des néo-darwiniens qui ne se tiennent pas pour battus.
Il est facile de limiter le terrain sur lequel la lutte continue, et c'est ce que je vais faire brièvement ici. Tout le monde est d'accord sur l'importance énorme du principe de la sélection naturelle dans la formation des espèces, et de ce côté le triomphe de Darwin est complet et incontesté. Au point de vue de l'hérédité des caractères acquis, les néo-darwiniens sont arrivés à accepter celle des allomorphoses, mais tiennent toujours bon contre celle des automorphoses, qui est au contraire le fond du néolamarckisme. Inséparable de cette question de l'hérédité est celle de la variation même. Les automorphoses, résultat d'une réaction de l'ensemble de l'organisme sous l'influence d'un stimulus extérieur, déterminent naturellement des variations qui sont précisément en rapport avec le stimulus d'où elles proviennent. Tel est par exemple le développement d'un organe dont il est fait un usage fréquent. Ces variations sont directement adaptées, immédiatement utiles. Elles apparaissent dans une direction définie, sous l'influence des conditions de milieu. On peut en dire autant des allomorphoses. L'action du milieu sur l'organisme, même lorsqu'elle se produit directement sur chaque élément, est déterminée par la nature du milieu et la nature de l'organisme au moment considéré. La variation par allomorphose apparaît donc aussi dans une direction définie, mais elle est sans rapport immédiat avec les besoins de l'individu. La coloration des ailes des papillons dans les expériences de Weismann peut être nuisible aux êtres chez lesquels elle se produit. C'est affaire à la sélection naturelle de conserver les variations utiles et de faire disparaître celles qui sont dangereuses, tandis que la variation par automorphose était directement adaptée aux conditions qui l'avaient fait naître. Est-ce à dire que, dans ce cas, la sélection naturelle est inutile au mécanisme de l'adaptation? J'ai montré ailleurs que la coordination qui constitue la vie de l'animal résulte précisément de la sélection naturelle intervenant à chaque instant entre les éléments histologiques de son corps et se traduit par l'assimilation fonctionnelle qui renforce seulement les organes utiles. Donc, si on considère pour un instant l'organisme décomposé en ces éléments, une automorphose revient à une série d'allomorphoses se produisant sur tous les éléments considérés comme des individus, mais par suite de la réunion de tous ces individus en un organisme coordonné, la sélection naturelle agit immédiatement pour conserver les allomorphoses utiles et faire disparaître les allomorphoses nuisibles, comme cela avait lieu, mais plus lentement pour les allomorphoses générales de tout à l'heure, de telle manière que la variation par automorphose nous paraît immédiatement adaptée. Et ceci nous amène à donner une nouvelle définition de l'automorphose et de l'allomorphose. Toutes deux proviennent de l'action du milieu sur l'organisme, mais la première se produit par l'intermédiaire de la coordination préexistant dans l'individu, la seconde se produit sur les éléments comme s'ils n'étaient pas coordonnés. Exemple. Voici un piège à rats dont le ressort est tendu. Je puis enduire d'une couche de peinture un grand nombre de parties du piège, sans le faire fonctionner, et l'enduit produira exactement le même effet que si les pièces du piège n'étaient pas coordonnées en vue de prendre des rats. Allomorphose. Au contraire, je fais jouer le mécanisme. Tout se passe d'une manière précisément prévue par la coordination des pièces de l'appareil, et la variation qui en résulte est une conséquence directe de cette coordination, automorphose. Eh bien, l'organisme animal est comme ce piège à rats. Seulement, au lieu d'être inerte quand il a fonctionné une fois d'une certaine manière, il est au contraire devenu plus apte à fonctionner de nouveau de la même façon. Les actions habituelles s'exécutent avec une facilité croissante. Les automorphoses résultant du fonctionnement habituel sont justement, pour Lamarck, l'une des causes principales de la variation des êtres. Mais puisque l'adaptation de ces automorphoses est le résultat de la sélection naturelle appliquée au tissu, il y a, me semble-t-il, moins de divergences qu'il ne paraissait entre les néo-darwiniens et les néo-lamarckiens. Et aussi, il paraît difficile, par suite, de concevoir que les automorphoses ne puissent être transmises par hérédité comme les allomorphoses. Or, Weismann lui-même a été obligé de déclarer possible l'hérédité des allomorphoses. Je n'insiste pas davantage pour le moment sur la lutte entre l'école néo-lamarckienne et l'école néo-darwinienne. La troisième partie du présent volume sera entièrement consacrée à l'étude d'une question, le mimétisme, qui constitue un des terrains les plus favorables pour la discussion de la valeur des arguments de ces deux écoles biologiques. Chapitre 11. Dujardin et les théories chimiques de la vie et de l'hérédité. Nous avons vu, dans cette deuxième partie,
Les inconvénients de la théorie des particules représentatives. Cette théorie, issue des croyances plus anciennes à la préformation des adultes dans les germes, était anthropomorphique dans la forme et dans le fond. Dans le fond, parce qu'elle plaçait en réalité, dans le germe lui-même, un homunculus plus ou moins déguisé. Dans la forme, parce qu'elle se contentait en dernière analyse de tout rapporter aux propriétés et au caractère de l'homme, considérés, par suite de l'erreur anthropomorphique, comme des propriétés et des caractères aussi simples qu'ils nous sont familiers. Or, les caractères de l'homme étant des résultantes très complexes d'un grand nombre de facteurs, les particules douées de la vertu de les représenter, ou bien étaient aussi complexes que les caractères eux-mêmes, et alors, leur genèse étant aussi difficile à comprendre que celle des caractères correspondants, l'explication n'était qu'apparente, ou bien ces particules étaient simples, et alors la vertu représentative dont les douait la théorie devenait très mystérieuse, ou, plus exactement, n'était qu'une formule spécieuse déguisant la difficulté, comme la vertu dormitive attribuée à l'opium par le candidat médecin de Molière. Ces théories anthropomorphiques avaient eu leur retentissement dans l'étude des protozoaires. Ehrenberg avait vu un homme dans les plus simples d'entre eux, ou du moins il avait considéré leur organisation interne comme très complexe. On sait qu'il décrivit dans ces animaux une grande quantité de vessie stomacale pendant en forme de grappe à un boyau très élastique et très difficile à apercevoir. Il basa sur la conformation de ce boyau une classification des infusoires. Il annonça même que, dans ce système intestinal, se faisait une sécrétion de bile, etc. Les descriptions d'Ehrenberg furent accueillies avec enthousiasme parce qu'elles cadraient admirablement avec la tendance anthropomorphique de l'époque, et notre grand Dujardin rencontra une opposition très vive quand il annonça les résultats de ses observations. Tous les organes décrits par Ehrenberg n'existaient pas. Les protozoaires les plus simples étaient formés d'une substance semi-fluide, la sarcode, dans laquelle on ne pouvait supposer l'existence d'appareils analogues à ceux des animaux supérieurs, mais qui, cependant, étaient doués de vie. C'est de cette merveilleuse conception qu'est issue l'école biochimique. Vous allez vous récrier. Tout à l'heure, je considérais comme dérisoires les particules représentatives de Darwin et de Weismann. J'assimilais à la vertu dormitive de Molière la vertu accordée à ces particules de reproduire des caractères simples de l'adulte, et voilà que maintenant je reste frappé d'admiration devant cette conception de Dujardin qui attribue à une simple substance visqueuse la vie tout entière. Et j'accuse d'anthropomorphisme les néo-darwiniens. C'est que, justement, l'erreur anthropomorphique est dans l'emploi abusif du mot « vie » pour désigner des choses toutes différentes. L'homme est vivant, le protozoaire est vivant, donc il y a un homme dans le protozoaire. Si l'on raisonne comme cela, il est bien évident qu'on déclarera absurde l'hypothèse de Dujardin, car de trouver dans une simple substance visqueuse toutes les perfections de la nature humaine, c'est de la folie pure. Ainsi Ehrenberg a vu l'homme dans l'amibe, comme Dalampatius avait vu l'homunculus dans le spermatozoïde, tout en admettant qu'il était difficile à voir sans artifices spéciaux, et tout le monde a été de son avis. Ne nous laissons donc pas abuser par les mots. Nous avons l'habitude de considérer la vie comme existant dans l'homme et dans l'amibe. Puisque cette manière de parler a prévalu, c'est qu'elle correspond à quelque chose de réel, et qu'il y a effectivement quelque chose de commun à l'homme et à l'amibe. Mais est-ce une raison pour admettre dans l'amibe tout ce qui est dans l'homme? Proposons-nous, au lieu de nous laisser aveugler par l'anthropomorphisme, de chercher ce qu'il y a de commun à l'amibe et à l'homme. Nous devons pouvoir y réussir dans l'état actuel de la science, puisque nous savons distinguer les corps vivants des corps bruts. Par où devons-nous commencer notre étude? Évidemment par le plus simple des deux objets à comparer, et vous admettrez sans doute que ce doit être l'amibe. Étudions donc l'amibe en oubliant qu'il y a des êtres aussi compliqués que l'homme. Essayons de découvrir toutes les propriétés de ce simple protozoaire et de les expliquer, si nous pouvons, par d'autres propriétés plus simples et bien connues. Nul doute que, si nous considérons comme simples les propriétés de l'homme, il nous sera facile, au moyen de celles-là, d'expliquer toutes celles de l'amibe. Cela nous sera d'autant plus facile que les langues humaines sont faites pour raconter les actes humains, et que nous aurons des mots très simples pour raconter a fortiori les opérations bien plus élémentaires de l'amibe.
Or, nous nous imaginons comprendre ce que nous savons raconter, et c'est là l'histoire de la vertu dormitive de l'opium aussi bien que de la vertu représentative ou déterminative des gémules. Notre but est de nous expliquer l'homme. Nous commençons par étudier l'amibe pour remonter ensuite l'échelle ascendante. Il est donc bien certain que toute explication empruntée à l'homme entrera d'emblée dans la catégorie des vertus dormitives, des définitions qui emploient des termes impliquant l'idée de la chose à définir. Au-dessous de l'être vivant le plus inférieur, il n'y a plus d'être vivant. Toute expression empruntée à l'étude d'êtres plus élevés en organisation est condamnable au point de vue où nous nous plaçons. Que reste-t-il donc? Uniquement les propriétés des corps bruts et les lois qui régissent ces propriétés, c'est-à-dire la physique et la chimie. Et voilà, par suite, un critérium immédiat de la valeur des explications que nous trouverons. Toutes les fois que nous aurons fait appel à des expressions qui ne sont pas du domaine de la physique et de la chimie, nos interprétations, quelque spécieuses qu'elles soient, n'auront aucune valeur. Elles équivaudront à la vertu dormitive du malade imaginaire. Par exemple, Haeckel attribue comme qualité fondamentale à ces plastidules la mémoire. Eh bien, malgré l'autorité du grand nom de Haeckel, il est bien évident que toutes les déductions qui auront pour point de départ cette propriété empruntée à l'homme seront entachées du péché originel et n'auront que l'apparence d'une explication. Darwin lui-même, l'auteur immortel de l'origine des espèces par sélection naturelle, est tombé dans le même piège avec ses gémules et a sacrifié inconsciemment au langage anthropomorphique. Guidés par cette méthode rigoureuse, avec ce critérium si facile à appliquer, il nous sera facile de voir ce qu'il y a de commun aux êtres les plus simples, l'amibe, la gromie, la bactérie, le coccyus. Ce quelque chose de commun, nous l'appellerons la vie élémentaire. J'ai démontré ailleurs que cette vie élémentaire est une propriété chimique caractérisant toute une famille de substances albuminoïdes, les substances plastiques. Cette propriété chimique commune se manifeste naturellement par une réaction chimique commune dans des conditions données, l'assimilation ou vie élémentaire manifestée. Cela est commun à tous les êtres monoplastidaires et aussi aux plastides qui sont le point de départ des agglomérations polyplastidaires les plus complexes, c'est-à-dire aux œufs des êtres supérieurs. Or, par suite des bipartitions successives qui constituent leur développement, ces êtres supérieurs sont uniquement composés de plastides n'ayant en commun avec tous les plastides isolés que cette propriété, la vie élémentaire, qui se manifeste par la réaction d'assimilation. Il n'y a que cela de commun à tous les êtres vivants. C'est donc de là qu'il faut partir pour expliquer tout ce qui est général en biologie, l'hérédité par exemple. Mais sera-t-il possible d'expliquer l'hérédité en attribuant à l'œuf une structure aussi simple, en y voyant seulement un mélange défini de substances plastiques définies? C'est précisément le but que s'est proposé l'école biochimique. L'étude des travaux de cette école fera l'objet de la 4e partie de ce petit volume.